Clément Keguiner qui se trouve au milieu, donc président du groupe Keguiner, hein. Avec nous Guillaume Anelli, donc directeur exécutif de Visiative, partenaire de cette tournée, et puis Patrick Berthet, managing director chez Conductix. Oui, Visiative, hein, groupe lyonnais, éditeur de solutions logicielles, spécialiste de la transformation digitale des PME, des ETI, du conseil en financement, de l'innovation, hein. Le tiers du chiffre d'affaires se fait à l'international et vous avez été repris l'an dernier par le groupe familial SNEF dont on parlait tout à l'heure avec notre ami Sylvain de chez Icanto. Clément Keguiner, belle histoire aussi, hein, un industriel donc qui a 75 ans d'existence, un petit peu plus maintenant, oui, ouais, 78, 1948, hein, voilà, donc troisième génération, donc à la barre du groupe Keguiner, donc créé par votre grand-père. On était à Landivisio dans le département du Finistère, hein, que vous avez repris il y a 5 ans pile. Qui se passait quoi il y a 5 ans? Ah bah oui, tiens, le Covid, bien sûr, voilà. Et vous vendez des matériaux pour le bâtiment grâce à une quarantaine de dépôts installés donc dans 5 départements du Grand Ouest, hein. C'est de la menuiserie, c'est du PVC, c'est du béton préfabriqué, du béton prêt à l'emploi. Vous avez 12 centrales béton notamment. Conductix, Saint-Igné, à côté de Grenoble, leader mondial dans le domaine de la conception et de la fabrication de systèmes de transmission d'énergie et de données pour des équipements, des machines mobiles. On va vous retrouver partout, hein. Dans une grande route fête foraine, à l'Agence spatiale européenne, des guirlandes d'alimentation pour câbles, des ponts roulants, et vous vous occupez spécialement des radiocommandes pour piloter des machines industrielles, hein. Vous gérez à peu près une soixantaine de collaborateurs pour 13 millions d'euros. Alors, première thématique, l'excellence opérationnelle comme avantage concurrentiel. Comment l'excellence opérationnelle impacte, je le disais directement, la satisfaction client? C'est quoi les indicateurs clés pour mesurer donc cette excellence du point de vue du client? Tiens, Patrick, racontez-nous justement ce que vous avez mis en place pour faire chuter votre taux de réclamation des clients. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi j'ai rejoint le groupe il y a 5 ans, au moment où Conductix rachetait une PME de la région grenobloise qui s'appelle toujours G Électronique, dont j'ai la direction. Et l'état des lieux il y a 5 ans, c'est qu'on avait à peu près 500 réclamations clients par an. On avait des difficultés pour livrer nos clients en temps et en heure, parce qu'on est sur un business de solutions très personnalisées, très paramétrables, avec des petites et moyennes séries. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un enfer à planifier. J'ai une profondeur de carnet de commande à peu près à 1 mois et demi, donc à 2 mois, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il faut quand même approvisionner. Donc on a lancé une grande démarche d'amélioration continue, d'analyse des causes racines de nos problèmes. Et les résultats, 5 ans après, c'est 80 réclamations clients l'année dernière. Donc c'est encore beaucoup, mais c'est divisé par 5, avec un niveau d'exigence de notre côté qui a bien augmenté. Là où avant on ouvrait une réclamation client parce qu'un produit était dysfonctionnel, aujourd'hui quand on livre un produit, c'est un émetteur, un récepteur et puis un petit sachet avec des pièces de rechange, dont des étiquettes pour les coller sur les émetteurs quand la petite flèche elle s'est effacée. Si on oublie la planche d'étiquette, on ouvre une réclamation client. Pourquoi? Parce que le diable se cache dans le détail. En fait, si on veut aller très loin pour augmenter, améliorer nos process, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on a oublié cette planche d'étiquette? C'est pas grave, hein. Je le dis souvent aux équipes, on a le droit de faire des erreurs. Par contre, ce qui est important, c'est d'analyser ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé et de mettre en place des actions avec les équipes pour ne plus que ça se produise. Donc on mesure aussi notre bond du premier coup en production, parce que si on a des process robustes, en général, quand on a fait une fabrication et qu'on la contrôle en fin de ligne, ça devrait bien se passer. Donc l'année dernière, on était à 98,5% de produits bons du premier coup, et on est assez fiers de ça. Et on a aussi beaucoup travaillé sur le délai de livraison de nos clients. En fait, un point qui est important pour nous, c'est d'être fiable et de respecter nos engagements. On a des délais sur des produits personnalisés entre 1 semaine et 6 semaines, à partir du moment où on a réceptionné la commande. Donc ce qu'on fait, c'est que quand on reçoit une commande de notre client, on l'analyse et on lui donne une réponse pour dire, voilà, nous on est capable de vous fabriquer votre produit et de vous le livrer en 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines. Et donc l'année dernière, on était à 98,5% de respect de nos engagements de livraison, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 5 ans. Alors on n'a pas fait exprès d'avoir le même résultat entre le bon du premier coup et le respect des engagements clients. Et puis
comme on s'est dit qu'on commençait à être pas mauvais là-dessus, c'est un indicateur chez nous qu'on appelle l'OTD, On Time Delivery. On a mis en place un autre indicateur il y a quelques années qu'on appelle l'OTR, l'On Time Request. Donc là, c'est le respect des engagements par rapport à nos demandes clients. Aujourd'hui, nos clients, on ne les bride pas. Il y a un client qui peut m'appeler ce matin pour me demander un produit pour demain, il a le droit de le faire. Donc on l'enregistre dans notre ERP et on analyse sa demande et du coup on regarde si on peut la respecter ou si on ne peut pas, on lui répond avec un délai d'1 semaine ou 2 semaines. Mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas lui dire je peux alors qu'on ne peut pas. Donc forcément, on est moins bon sur l'OTR que sur l'OTD. Par contre, l'année dernière, on a atteint un résultat de quasiment 90% de respect des demandes clients, quelles que soient ces demandes, sur des produits qui sont très personnalisés. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a dû complètement revoir nos process internes pour être capable de respecter ça. Quelle méthodologie? Parce que j'imagine, ça prend du temps, ça prend de la réflexion justement pour arriver à ce très beau score, Patrick, que vous nous avez dit, en divisant par 5 le taux de réclamation. En fait, on a complètement revu les flux sur le site. Quand je parle de flux de commandes, ce n'est pas uniquement le flux au niveau de la production, c'est tout ce qui se passe entre l'enregistrement de la commande et la livraison client. Parce qu'en fait, nous, on a, un peu comme Emmanuel, on a mis en place beaucoup de méthodologies Lean. Ça marche très bien, des chantiers 5S, des chantiers d'amélioration continue. Là où le Lean commence à avoir quelques difficultés, quand on est sur un environnement très variable avec des petites et moyennes séries, le Lean est très bon sur les têtes de Pareto. Sur les queues de distribution où il n'y a pas beaucoup de volume, c'est un petit peu plus compliqué. Donc nous, on l'a complété avec d'autres méthodologies qui nous permettent en fait de chasser les moments où il ne se passe rien sur une commande. Statistiquement, en fait, sur une commande client, sur un environnement très variable, 95% du temps, la commande, elle attend. En fait, il ne se passe rien. C'est pas grave, hein, mais c'est qu'en fait, elle est dans une file d'attente et que les gens font autre chose et travaillent sur d'autres choses. Donc nous, on a travaillé sur la réduction du temps d'attente. Et pour vous donner un exemple très concret, on a travaillé sur nos encours de production. Il y a 2 ans et demi en arrière, sur un îlot de production, on avait à peu près 250 ordres de fabrication en encours et c'était notre fonctionnement normal. Imaginez un petit peu, vous partez entre le 14 juillet et le 15 août en voiture, vous arrivez au péage de Valence, 5 caisses, bonne chance, vous allez y passer un petit moment. Donc c'était un peu ça nos ordres de fabrication. Là aujourd'hui, avec la même activité, avec une organisation complètement différente, on est à peu près à 4 ou 5 ordres de fabrication en parallèle en même temps. La différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, nos ordres de fabrication aujourd'hui sont supersoniques. Ils rentrent, ils sortent en un temps record. Et avec cette organisation-là, ça peut être contre-intuitif, mais en lançant moins d'ordres de fabrication, on en sort plus. Parce qu'en fait, ils n'attendent pas. Et ça nous permet de beaucoup mieux gérer les demandes qui tombent au dernier moment de la part de nos clients. Clément Keguiner, à la tête du groupe Keguiner, c'est quoi la clé d'une relation optimale avec un client? Déjà bonjour à toutes et tous, très heureux aussi d'être présent ce matin. En préambule, quelque chose que je dis souvent à mes collaborateurs, le capital humain est important dans l'ensemble des entreprises et je crois que les collaborateurs c'est le cœur de l'entreprise, mais les clients c'est le poumon, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment ne jamais l'oublier, parce que souvent dans les réflexions de projet entreprise, tout ça, on oublie souvent le client, et je crois que c'est un élément qui est important. Et nous dans notre activité, on a beaucoup de clients professionnels, quasiment que du professionnel, et donc c'est vrai que nous c'est soit des petits soit des gros artisans qui sont peut-être un peu désorganisés parce qu'ils sont en présence sur les chantiers et donc ils ont vraiment un besoin de réactivité, ils ont plus de difficultés à vraiment cadrer un peu leur activité au quotidien. Et nous, le but dans cette expérience client et dans l'exigence opérationnelle qu'on donne, c'est vraiment de leur donner de la facilité et de la réactivité. Le premier point qui nous est important chez nous, c'est d'être réactif à la création de leur entreprise. En fait, on constate nous dans notre fichier client que dès qu'on est là au moment de la création de l'entreprise d'un artisan, et que justement on lui donne sa chance de créer son entreprise, parce qu'en fait nous on est la banque de nos clients, on leur donne des matériaux et ils payent sous 15, sous 30 jours, et bien forcément c'est aussi de les accompagner et de leur aider à ce moment-là. Et donc c'est ça qui les fidélise et c'est ça qui leur donne aussi cette expérience, cette possibilité justement de créer leur entreprise et de les accompagner là-dessus. Donc nous vraiment cette réactivité elle est essentielle dans cette expérience client et dans la qualité opérationnelle qu'on donne. Et ensuite c'est la relation qu'on va entretenir avec eux, c'est-à-dire de faire en sorte là aussi qu'ils aient quelque part peu de soucis à se faire sur leur
chantier, en termes d'organisation. Et donc, nous, on est principalement, au-delà d'être distributeur-producteur, on est surtout des logisticiens. Parce qu'en fait, nous, notre cœur de métier, c'est du stock, c'est d'avoir à disposition l'ensemble des matériaux dont ont besoin nos clients, et c'est de pouvoir les livrer, les apporter au meilleur moment et de la meilleure des manières sur les chantiers. Donc, évidemment que cet opérationnel est essentiel, et donc il faut qu'on ait, nous, une rigueur extrêmement importante dans nos agences, dans nos stocks, pour justement pouvoir répondre de la manière la plus rapide possible. Et c'est là aussi où on arrive à tracter aussi de l'activité de manière plus importante. On pourrait prendre l'exemple de ce qu'on appelle nous le libre service chez nous, qui est la petite quincaillerie qu'on peut avoir dans nos agences. En fait, aujourd'hui, on voit qu'on est en concurrence assez importante avec du Amazon, avec du mano à mano, ce genre de nouveaux acteurs du digital qui arrivent. En fait, nous, le client, s'il casse, je sais pas moi, sa scie le matin, la veille, il peut pas l'avoir forcément le lendemain matin tout de suite. Et donc, en fait, il vient dans notre agence et il se rend compte qu'il en a une. Et en fait, c'est là aussi cette capacité à répondre à un besoin assez spontané qui fait qu'aujourd'hui, dans notre exigence opérationnelle, c'est ça, c'est de pouvoir à la fois répondre à l'attente du client, mais en même temps aussi, c'est aussi un coût pour nous. Donc, il faut aussi qu'on ait aussi des gammes à la fois aussi le plus optimisé possible, parce qu'il faut aussi nous qu'on soit aussi rentable autour de tout ça. Et donc, voilà, toute cette expérience client, elle est comme ça chez nous. C'est vraiment la réactivité, la capacité à être à l'écoute du client par rapport à son besoin au quotidien. Cette expérience client, cette rigueur que vous avez mise en place chez Keguiner, Clément, ce partenariat, cet accompagnement, est-ce que ça va même au-delà quelque part pour aller entretenir la fidélité avec ses clients justement? Comment est-ce qu'on les chouchoute, les clients dans une entreprise? Alors nous, effectivement, nos clients, c'est nos partenaires au quotidien, et donc on essaie de leur créer cette expérience vraiment client au quotidien et tout au long de l'année. Ça passe par des opérations commerciales qu'on dynamise, qu'on essaie d'apporter, où il y a des systèmes de points cadeaux, de choses qu'on peut leur apporter au quotidien. Ça passe aussi par des voyages. Nous, on fait aussi des séminaires importants avec nos clients qui nous permettent aussi, là, dans cette expérience, de leur apporter de la connaissance sur peut-être des nouvelles réglementations. On a fait des grandes formations sur la RE 2020, par exemple. Ça avait été un élément important pour nous, de les accueillir dans les agences, de leur expliquer. Sur la, j'ai pas entendu. La RE 2020, par exemple, qui était la réglementation des bâtiments. Et donc voilà, qu'on puisse leur apporter aussi justement de la connaissance sur de l'innovation. Là, on parle forcément aussi de décarbonation, d'environnement, et comment on peut faire pour leur porter des nouveaux produits. Nous, on est très important sur le béton. Voilà, on leur explique, nous, on va intégrer des ciments bas carbone. Comment on fait pour les intégrer le mieux possible sur les chantiers? Comment on fait pour les adapter le plus possible? Et donc, c'est ça aussi, c'est quelque part aussi de les former pour les adapter à ces nouveaux produits. Et puis, peut-être un autre élément, mais moi, auquel je suis attaché par rapport aussi à cette expérience client, nous, on est ETI familial du territoire breton. On est très, très implanté sur le territoire et très acteur de ce territoire. Et en fait, on essaye aussi de rendre au territoire ce qui nous donne au quotidien. Et donc, on est partenaire d'un certain nombre d'événements. Et donc, là aussi, c'est de les intégrer dans ces événements, c'est de les faire participer à tout ça. Des festivals, par exemple. Voilà, le festival des Vieilles Charrues, on a vu les clients, notamment le Stade Brestois, auquel on a pu faire vivre à des clients la Coupe d'Europe cette année. Voilà, c'est des choses comme ça, auxquelles aussi on leur apporte peut-être quelque chose de différent, et ça nous permet aussi d'avoir une relation différente dans cette expérience. Guillaume Manelli, directeur exécutif de Visiative, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quel levier vous avez donc implanté chez Visiative justement pour satisfaire vos clients? Ça fait 38 ans qu'on essaie de satisfaire nos clients. Donc c'est une obsession à peu près quotidienne et tous les jours de l'ensemble des équipes de chez Visiative. Pour quelques chiffres, on a 12 000 clients sur le territoire national. Donc on traite à peu près 24 000 demandes chaque année, quelle que soit la demande. Donc forcément, on a dû s'organiser pour traiter ça. Donc si je fais un peu de rétropédalage, à l'époque, on a eu une idée folle, c'est de dire on va donner accès dans les bureaux d'études des entreprises à Internet. Donc on nous a pris pour des fous, puisque forcément Internet arrivait dans les bureaux d'études. On disait non, mais ils se connecteront jamais à une plateforme, jamais ils feront ça. Bon, l'histoire nous montre qu'ils se sont connectés aux plateformes. Donc on a créé une plateforme qui nous a permis déjà de rendre intelligents nos clients. Alors dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'accéder à une base de connaissances collective qui s'enrichit par la communauté. Donc ça, c'est une première chose. Et évidemment, l'effet corollaire de ça, c'est qu'on a, nous, capté tout un tas d'informations qui nous a permis d'améliorer un certain nombre de services et de méthodes et de pratiques qui nous a permis de faire en sorte que ces clients deviennent des ambassadeurs de la marque. Donc on a fidélisé nos clients par l'enrichissement technologique en les rendant plus intelligents. Et qui dit les rendre plus intelligents, moins de problèmes techniques, etc. etc. Ça, c'était au début de l'histoire. Évidemment, quand on avait un seul produit à vendre, qui est un produit phare qui s'appelait SolidWorks, c'était simple.
Maintenant, la gamme s'est étoffée, plusieurs produits, etc. Donc les complexités des demandes clients ont été hyper Plus de 50 importantes. produits chez Visiative. Ouais, plus de 50 produits. Donc on a dû mettre en place déjà le décrocher du téléphone. C'est insupportable, on le vit à titre personnel quand on appelle une hotline et qu'il n'y a personne qui répond. Ou une espèce de serveur vocal, on a tous connu ça. On en a fait une politique, une dynamique. Je l'ai testé récemment, c'est pour ça que je vous en parle. Dès qu'on appelle chez Visiative, on a une personne au bout du fil en moins de 15 secondes. Physique, qui log l'appel. Et on a associé à tout ça ce qu'on appelle un VDI. C'est une capacité, comme les centres d'appel qu'il y a depuis des années, de savoir qui appelle et quelle est l'identification de la personne qui appelle. Ne serait-ce que pour savoir, bonjour Fabrice, merci de l'appel. C'est un point important, mais moi j'aime bien savoir que... Ça personnalise. Exactement, ça personnalise. Puis ensuite, on a créé une autre étape. On a créé un care. Et le care, l'objectif, c'est d'orienter l'appel vers les bonnes personnes chez Visiative qui vont traiter l'appel. Qu'il soit à la hotline, qu'il soit au delivery, qu'il soit au commerce. Et ne serait-ce que quand on a énormément grossi comme Visiative, on est une entreprise familiale qui passait de 0 à 1500 collaborateurs, il faut s'organiser. Donc on a mis des sondes à tous les endroits de chez Visiative qui sont importants. Aux équipes de delivery, donc qui viennent installer les produits, aux équipes de support qui viennent collecter l'information. Et on a traité une donnée qui est importante dans le cadre du service client qui s'appelle le NPS, Net Promoter Score, qui permet d'identifier les promoteurs, les neutres et les détracteurs. Et on a mis une vraie politique sur les détracteurs. C'est-à-dire que cette équipe care, elle appelle chaque détracteur qui lève la main et qui dit qu'il n'est pas content d'un service de Visiative, et on essaie de s'enrichir. Et on a créé un comité expérience client, qui a lieu tous les vendredis, avec une équipe pluridisciplinaire. Donc je rejoins, l'asset de Visiative, c'est les hommes et les femmes. L'intelligence, elle vient d'eux, elle ne vient pas de moi. Et ils enrichissent systématiquement, avec ces données, avec ces sondes, l'expérience client. Donc on a vraiment fait différents étages de la fusée dans l'expérience client chez Visiative, jusqu'à aujourd'hui, se dire qu'on va anticiper un certain nombre de sujets. Donc évidemment, les nouvelles technologies vont nous aider. Emmanuel en parlait très très bien. L'objectif, c'est de sublimer le travail à non-valeur ajoutée, d'aller chercher la bonne information au bon endroit. Et on voit bien qu'il y a l'avènement de nouvelles technologies qui nous permettent d'être encore plus intelligents dans le traitement et la précision de la réponse de l'appel. C'est parfait. Tout à l'heure, Clément nous disait les collaborateurs, c'est le cœur, hein, c'est ça, et le client, c'est le poumon. Patrick Berthet, justement, comment est-ce qu'on transforme le client en un ambassadeur de l'entreprise? Alors évidemment, on peut l'emmener au Vieilles Charrues, hein, ou au Stade Brestois comme Clément, mais on partirait d'un peu plus loin, mais bah ce sera un beau quand voyage. on est dans le Ce sera un beau département voyage. de l'Isère, c'est plus compliqué. Ouais. Oui. Alors, nous, on a la chance de concevoir les produits et les solutions qu'on va vendre à nos clients. Donc, les exemples vraiment de clients qui sont devenus des ambassadeurs, c'est des clients avec qui on a commencé à discuter alors qu'ils étaient en train de construire leur propre solution. C'est quoi? C'est une sorte de partenariat que vous mettez en place dès le départ avec eux? C'est ça, pour vous donner un exemple concret. Alors, on pilote des machines, donc on pilote beaucoup de ponts roulants, mais on a aussi des solutions qu'on appelle des arrêts de flotte. Donc, c'est une solution sécuritaire qui permet de gérer une flotte d'AGV dans un centre intralogistique. Donc, typiquement, ça permet d'arrêter de manière sécuritaire toute une flotte de robots qui est en train, par exemple, de faire de la préparation de commandes. Et quand on met une solution radio dans un environnement industriel fermé, c'est un enfer. C'est un enfer parce que les ondes radio, elles se perturbent les unes les autres. Dès qu'il y a un mur, ça réfléchit ou ça arrête l'onde. C'est un calvaire. Donc, si on a la chance de pouvoir commencer à discuter avec un de nos clients quand il est en train de construire son AGV, et qu'au début, il avait eu la bonne idée de prendre une antenne de 2,50 m pour l'enrouler autour de son alimentation et de mettre l'antenne juste à côté. Là, on lui dit il va y avoir un peu de perte de décibels, donc ça va pas bien marcher. Donc là, on en fait un vrai partenaire parce qu'au-delà de la solution finale qu'on va lui proposer, on lui apporte une vraie expertise. Et on a déjà, notre plus gros client aujourd'hui, c'est un vrai partenaire, c'est un vrai ambassadeur. On l'a aidé à certifier son robot au-delà de notre solution parce qu'on avait des compétences pour l'aider. Donc c'est comme ça qu'on arrive à vraiment bâtir une collaboration sur le long terme et à avoir un client qui est, je pense, fier de nous avoir comme fournisseur. Comment on renforce la fidélité, Guillaume? La fidélité, nous on la renforce avec la maîtrise de l'usage de nos solutions. On peut vendre des produits, s'ils ne sont pas utilisés ou en tout cas correctement utilisés, c'est vrai qu'on perd le lien avec l'utilisateur final.
Donc nous, on a renforcé cette expérience avec une équipe. Alors c'est des acronymes barbares, mais grosso modo, dans le digital, on parle de CSM. Hein. C'est des personnes dont la mission est de valoriser l'usage. Donc dès qu'on a vendu une solution, on s'assure à J plus 7 jours, J plus 1 mois, que la personne l'utilise bien, a bien compris les usages, on maîtrise cette partie-là. Et donc il y a une équipe spécifique chez Visiative qui traite ça. Et ensuite, on va amener le client dans une communauté de pairs avec qui il va partager. Donc on essaie de dynamiser ça. Donc on a créé une communauté de 60 000 utilisateurs qui viennent faire de la co-conception parfois. Donc on a lancé des challenges, ça c'est marrant. J'en ai une anecdote où il y avait Valrhona qui voulait concevoir son nouveau moule pour des chocolats. On l'a mis dans la communauté, ils ont fait de l'open innovation et c'est la communauté qui l'a fabriqué en plus de leur quotidien. Donc évidemment les dirigeants d'entreprise ils nous ont dit attends, ils font ça pendant leur temps de travail, moi je les paye pas pour que tu fasses de la co-innovation, mais même pas du tout, on l'a mesuré. Ils le font en dehors de leurs heures de travail, c'est des passionnés et on les a rendus passionnés de la marque. Je pensais, Patrick, que vous vouliez réagir à ce que venait de dire Guillaume. On était juste avant à évoquer les questions d'intelligence artificielle, de data, donc vecteur de l'excellence opérationnelle, vecteur de la performance. Comment est-ce que justement l'IA, la data permettent justement d'améliorer aussi la satisfaction client? Guillaume et ensuite Clément. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je crois que j'ai jamais vu une équipe de vente enrichir la bonne data. La data est toujours merdique, faut se le dire, hein, c'est un maître mot. Bon, je pense que ça fait 18 ans que je suis dans le groupe, j'ai jamais vu de la data propre. Néanmoins, il faut l'enrichir, etc. Et c'est une affaire de tous. Donc déjà, on sensibilise beaucoup à l'importance du renseignement de la data. Qu'elle soit dans un CRM, dans un Excel, peu importe, mais il faut qu'elle soit à un endroit et qu'elle soit propre. Évidemment, l'IA, alors tout le monde en parle, j'aime bien les quick wins, la théorie des petits pas. Aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont capables d'être réalisés. Enregistrement d'un call, donc dans une visibilité d'amélioration continue, donc de collecter les pains chez un client, de regarder comment on peut mieux répondre, d'enregistrer les meilleures réponses technologiques sur un call. Donc on est en train de mettre ça en place, d'expérimenter. On le fait dans les petits pas, parce qu'on a beaucoup de craintes, beaucoup de défiance par rapport à la technologie, parce qu'on ne sait pas si on va être remplacé. Aujourd'hui, c'est 14 personnes à Outline. Ils disent, oh là là, on va diviser par 2 s'il y a une machine qui nous remplace, mais pas du tout. Donc on essaie aussi beaucoup d'éduquer. Donc je pense que la techno va nous... Juste, Guillaume, Ouais. sur ce point, qu'est-ce que vous leur dites précisément? Parce que c'était une des questions qui a été posée à la fin tout à l'heure, la deuxième table ronde. Est-ce que mon boulot va être supprimé? Moi, comme Emmanuel, je suis fervent supporter de les sortir de leur cadre. On parlait nous, on a la chance de sortir de nos entreprises pour s'oxygéner, pour voir ce qui se passe ailleurs. Et moi, je l'encourage de plus en plus. C'est vraiment une dynamique qui est nouvelle, mais il faut les sortir du cadre, il faut les sortir de leur entreprise et voir qu'ailleurs, ça marche, qu'il y a des gens qui le font, avec des succès, avec des échecs, et c'est pas grave. Et que la volonté de l'entreprise, c'est certainement pas de couper ou de diminuer du budget. On sait que la masse salariale, c'est important dans les entreprises, mais surtout de faire mieux, différemment, et d'apporter de l'expertise. Et ce matin, alors pour le coup, l'anecdote est vraiment marrante. Ce matin, on a nommé une nouvelle personne à la hotline. Il était ravi, et c'est un geek passionné. Et tout de suite proposer des nouvelles améliorations de processus, de technologie, etc. Donc maintenant, ça vient d'eux. On essaie vraiment de démystifier la techno en leur expliquant, en vulgarisant, en passant des choses. Et moi, j'ai libéré les énergies en interne. Je n'ai pas bridé l'utilisation des outils, en tout cas pour l'instant. Je leur ai dit, faites comme vous voulez. Geekez à fond, allez voir de la techno, utilisez ce que vous voulez et retrouvez de l'initiative. Et c'est ça qu'on essaie d'encourager chez Visiative, c'est de libérer l'initiative. C'est parce qu'on a grossi qu'on ne doit pas bouger comme un hors-bord, même si on est devenu un peu gros. Clément Keguiner, l'usage de l'IA, l'usage de la data justement pour répondre et enrichir cette expérience client et donc évidemment enrichir cette excellence opérationnelle. La data, c'est évidemment un sujet extrêmement important. Il y a deux éléments importants. C'est d'abord toute la partie CRM, évidemment, qui est quasiment un indispensable maintenant dans les entreprises un peu commerciales. C'est donc vraiment la connaissance du client. Donc nous, on est équipé de Salesforce et l'ensemble de nos commandes, de nos commerciaux ont une tablette qui leur permet d'avoir une connaissance client en permanence. Donc c'est sur la partie au-delà de l'agenda, mais c'est la connaissance de l'encours client, c'est la connaissance de ses besoins traditionnels, c'est la connaissance
justement de ses chantiers. C'est tous les échanges qu'il peut avoir avec le client, et donc comme ça, quand il arrive au rendez-vous, il arrive à se rappeler l'ensemble de ces éléments. Donc toute la CRM, c'est évidemment une donnée importante, ce qui par contre est essentiel, et donc ça, je rejoins complètement l'idée, c'est qu'il faut que cette data soit propre, et elle est jamais vraiment parfaite, donc il y a toujours forcément l'humain qui doit revenir à un moment donné. Quand vous dites propre, c'est quoi? Allez, comment alimenter une CRM, c'est pas simple. Enfin, à un moment donné, un commercial, quand il est sur la route, il passe d'un client à un autre, il doit se dire je dois rentrer les données, etc. Il n'a pas forcément le temps. À la fin de sa journée, c'est sûr qu'il est plutôt content d'avoir signé un devis que d'avoir rempli son CRM. Enfin, en fait, c'est un peu ça mon idée. Donc, à un moment donné, le CRM, pour être propre, il faut forcément qu'il y ait une acclimatation. Il faut qu'aussi les commerciaux se rendent compte que c'est important pour lui. Et donc, c'est sûr que cette data, il faut en prendre soin. Et donc, ça, c'est un élément qui est important. Et ça va avec le deuxième sujet de la data. Si sur notre PIM, qui est notre data produit, nous, on a 45 000 références chez nous, qui évoluent de manière extrêmement importante. Et donc, c'est sûr que là aussi, cette donnée produit, elle est essentielle, parce qu'elle nous permet de pousser au niveau des clients via leur compte client. Mais justement, si on voit qu'ils prennent, je sais pas, une palette de plaques de plâtre, on peut leur proposer tout de suite la règle de placo, en cohérence avec tout ça. Mais il faut aussi justement que le produit soit bien étiqueté, bien adapté. Et donc là aussi, cette donnée de 45 000 références, c'est pas simple à la garder. Donc nous, on a des divisions produits, on a un data manager qui gère tout ça. Mais forcément, c'est aussi des éléments importants. Et dans cette relation client, la data, forcément, elle apporte de la facilité entre le client et le commercial dans sa relation. Donc ce que je retiens de vous, et si on arrive à se projeter dans 1 ou 2 ans sur à quoi ça va ressembler, la satisfaction, la relation client avec l'entreprise, c'est quoi? C'est bien gérer donc les datas, utiliser l'IA, et puis de plus en plus nouer des partenariats, c'est ça, Patrick Berthet? Donc le partenariat, on revient là-dessus, ce qu'on se disait à la première table ronde, notamment avec Yann de Ferraudy, avec Nicolas Euzet. Alors sur la data, pour enchaîner sur ce qui a déjà été dit, et sur la crainte parfois des équipes, nous, le choix qu'on a fait, c'est d'associer les équipes. On a fait un Diag-IA il y a quelques semaines. On a identifié quelques cas d'usage, et en fait, le cas d'usage, on ne les traite pas tout seul dans notre coin. On associe par exemple les équipes SAV. On essaie de développer notre activité à l'export. Aujourd'hui, j'ai personne qui parle chinois au SAV, donc il est bien content quand il reçoit une question en chinois d'avoir un petit outil qui le traduit en automatique. Et puis c'est pareil, on n'a pas non plus vocation à ouvrir une équipe de nuit. Donc être capable à terme, c'est pas le cas aujourd'hui, d'avoir un outil qui peut amener des réponses premier niveau, parce qu'aujourd'hui nos clients, parfois ils sont un peu comme nous, quand on reçoit une doc technique de 150 pages, page 48, c'est expliqué comment est-ce qu'il appare son émetteur et son récepteur. Sauf qu'il n'a pas ouvert sa notice, donc il nous appelle ou il nous envoie un mail. Donc tout ça, c'est des choses où les équipes ont conscience que ça va leur libérer du temps pour faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et pour revenir sur l'aspect partenariat, moi, à moyen terme, à quelques années, je crois beaucoup en la coopération. Et je ne parle pas de collaboration, parce que la collaboration, c'est relativement simple, et on en fait encore aujourd'hui, on en fait dans nos équipes. La coopération, c'est la prise en compte des problématiques des autres pour aboutir à une solution partagée, gagnant-gagnant. Donc ça, c'est beaucoup plus exigeant. Ça ne marche pas avec tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à coopérer, mais par contre, quand on y arrive, là, on aboutit à un vrai partenariat. Guillaume Anelli, Visiative, sur la suite, voilà. Un mot pour terminer, puis Clément Keguiner, et puis on fera une pause d'une vingtaine de minutes. Moi, je pense que plus on rend intelligent son client, mieux c'est. Donc, en fait, moins il a besoin de nous, mais sur les mauvais sujets, mieux il sera autonome, et donc on va le rendre intelligent. Je pense que ce qui est important, c'est de prendre en compte de manière assez importante que la data, elle est importante. Elle est au cœur de nos entreprises, donc désintermédier la data dans l'entreprise, ça va devenir clé, par plein de moyens. Et c'est la tâche de tout le monde. Tout le monde doit s'en occuper. Et même la data qui sort de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le meilleur CRM à jour, c'est LinkedIn. Puisque ce n'est pas nous qui le mettons à jour, c'est les personnes qui le mettent à jour. Donc en fait, c'est ça qui va se passer dans le service client. C'est que l'intelligence, elle va venir de son réseau à l'extérieur de l'entreprise et à l'intérieur de l'entreprise. Clément Keguiner, le mot de la fin. Le régional. On parle de data et autres. Moi, je pense que, et c'est un peu ce que j'avais introduit, c'est le capital humain. Moi, j'y tiens beaucoup. Je pense qu'aussi, dans la relation client et dans l'expérience client, c'est vrai que si on donne des outils à nos commerciaux, à nos collaborateurs et autres, il ne faut pas qu'ils oublient aussi le relation humain. Et je pense que ce qu'on parle de marque employeur, de la fierté d'appartenir à une boîte, je pense que quand effectivement on a un collaborateur aussi qui sait vendre sa boîte, qui sait parler de sa boîte parce qu'il est fier d'en être, parce qu'il a une vision, parce qu'il sait où est-ce qu'il travaille et pourquoi il le fait, je pense que c'est aussi bien important, parce que
dans la relation client et au-delà de la data et ce qu'on peut apporter dans l'excellence opérationnelle, le relationnel reste évidemment le cœur de notre métier. Merci Clément Keguiner, merci Guillaume Anelli, merci Patrick Berthet.